Bras de fer Mali-France, eh bien, tout ceci a atteint un niveau pratiquement de non-retour. Jusqu'au siège des Nations Unies, il faut bien le rappeler. Bamako dit détenir des preuves d'un soutien de Paris au groupe terroriste malien. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a d'ailleurs écrit le 16 août au Conseil de sécurité des Nations Unies afin de réclamer une réunion d'urgence sur la situation dans son pays. Dans sa lettre, le chef de la diplomatie multiplie les accusations envers la France et ses soldats, dont les derniers ont officiellement quitté le territoire malien le 15 août. Bamako dénonce à nouveau des violations répétées de l'espace aérien du Mali par la France. Eh bien, en janvier, il faut le rappeler, et en avril dernier, des incursions similaires avaient été dénoncées, mais la France, plutôt les Français, ont toujours nié et rejeté ces accusations. Comment analysez-vous ces nouvelles accusations de Bamako? La réaction de l'ambassadeur de France vous a-t-elle convaincu? Sinon, jusqu'où ira ce bras de fer entre Paris et Bamako? Voilà autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette autre édition du Point sur l'actualité. Quatrième livraison de la semaine avec en toile de fond le bras de fer entre le Mali et la France qui se poursuit. Le ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop a donc rédigé une lettre à l'attention du Conseil de sécurité des Nations Unies, lettre dans laquelle il dit détenir des preuves d'une aide, si vous voulez, de la France au niveau des terroristes qui font du mal dans ce pays. En tout cas, on va échanger avec nos invités pour en parler. Je rappelle au passage que vous pouvez nous suivre sur les satellites Eutelsat et Amos, et naturellement, vous allez également nous suivre sur toutes les plateformes en live streaming, Facebook, YouTube et bien sûr, sans oublier ceux qui ont téléchargé l'application et ceux qui nous suivent à Douala et ses environs sur la 96.3 FM. Tout ceci nous honore. Et pour en parler, comme je le disais, on aura des invités, parmi lesquels le consultant permanent de l'émission, Jonathan Batengene. Joe, bonsoir. Bonsoir Bachir Mohamed Adam, bonsoir à tous les panafricanistes, bonsoir à tous les téléspectateurs, les inconditionnels, ceux qui ont fait de cette émission une émission culte des programmes panafricanistes. Bonsoir à tous les techniciens qui travaillent à pied d'œuvre pour que cette émission soit retransmise en audio comme en visuel dans de très bonnes conditions, à la direction générale, aux autorités du Cameroun, mais surtout les forces de sécurité et de défense, civilement de l'unité et de l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Mention spéciale aux forces armées maliennes qui sont à l'honneur et qui seront tout à l'heure dans le débat du jour. Mention spéciale également à notre ami Ousmane Tamou qui nous suit en ce moment. C'est le premier à se connecter sur notre live Facebook. Eh bien, il vous passe le salut également, très cher Batengene. Le moment venu, nous irons du côté de Mali. Nous attendons deux invités, Issa Diawara et naturellement la lionne indomptable de ce côté-là, Amina Fofana. Nous espérons que d'un moment à l'autre, la liaison permettra qu'on aille vers eux. Mais en attendant, très cher Jonathan Batengene, avec la complicité de la réalisation, je voudrais qu'on plante le décor avec un élément qui nous vient de nos confrères d'Africa News. Dialogue qui semble s'éloigner toujours plus entre les deux pays. Le Mali. Les accusations. La lettre est datée du 15 août, date du départ du dernier soldat. La France apporterait son soutien aux djihadistes et espionnerait le Mali. C'est ce qu'affirme Bamako qui, dans une lettre adressée au Conseil de sécurité de l'ONU, demande une réunion d'urgence. Le but, faire cesser ce qu'il présente comme des actes d'agression venant de Paris. Les autorités maliennes dénoncent des violations répétitives et fréquentes de l'espace aérien national par les forces françaises qui se livreraient à des activités considérées comme de l'espionnage et des tentatives d'intimidation. Et ce, avec pour objectif de collecter des renseignements au profit des groupes terroristes opérant dans le Sahel et pour leur larguer des armes et des munitions. Bamako affirme par ailleurs disposer de plusieurs éléments de preuve.
Le ministère malien des Affaires étrangères précise que le pays se réserve le droit de faire usage de la légitime défense si les agissements français persistent, conformément à la Charte des Nations Unies. Mercredi soir, les autorités françaises n'avaient toujours pas réagi à ces accusations. La lettre est datée du 15 août, date du départ du dernier soldat de l'opération Barkhane au Mali, après 9 ans de présence militaire française dans le pays. Voilà donc pour cet élément qui nous permet de planter le décor. Jonathan Batenguene. Le bras de fer se poursuit donc entre Paris et Bamako. Paris qui est accusé de soutenir des terroristes djihadistes avec des preuves à la clé, si l'on s'en tient à la lettre du ministre Abdoulaye Diop adressée aux Nations Unies. Oui, le Mali, comme nous l'expliquions dernièrement dans les précédentes émissions concernant ce pays, le Mali est en train de donner une leçon de géopolitique, mais aussi de combat diplomatique. Pas seulement à la France, mais à l'ensemble des pays africains et même dans le monde. Parce que si on avait assisté à des duels diplomatiques au sommet au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, on a vu le président Castro, lorsqu'il voulait se défendre, non Maduro, lorsqu'il voulait se défendre, c'était pas Maduro, Chavez, voilà. Lorsqu'il voulait se défendre contre le président Trump, à la fin d'un discours de Trump, il arrive au Conseil de sécurité des Nations Unies et il dit, il y a encore l'odeur du soufre sur ce podium. Et il dit, parce que le diable vient de passer ici, le diable et toute sa chaleur. Donc, on avait assisté à des scènes du genre, c'était l'Assemblée générale des Nations Unies qui donnait lieu à des joutes verbales qui étaient considérées comme des affrontements au niveau diplomatique. On avait aussi remarqué qu'avec certains États, ça avait changé un peu le Cameroun, c'était la technique du Cameroun. On préférait utiliser les techniques de lobbying avec ses partenaires internationaux, c'est la Chine, la Russie, pour contrer l'offensive. Mais aussi on pouvait utiliser des relais locaux au sein des États, où la pression pouvait monter, dont les États-Unis, la France, l'Angleterre, parfois le Cameroun utilisaient des éléments. On avait aussi observé que dans le cas des pays du tiers-monde, la négociation diplomatique s'apparentait beaucoup plus à des concessions faites par l'État le plus faible. Oui, l'État le plus faible. Parce que dans le duel diplomatique, il y a un État qui est supposé plus fort et un autre qui est supposé moins fort. Mais même si au niveau international, ils sont réputés égaux tous les États du monde. Donc, les États les plus forts amenaient généralement les États les plus faibles à des concessions. Et ces concessions se transformaient en des bradages de richesses du patrimoine national. Or, dans le cas malien, c'est une toute autre configuration qui nous est servie. Les Maliens, d'abord, ils ne plient pas bagage, ils n'essayent pas de plier la queue. Ils font semblant de subir le coup pendant une période. Ils documentent les événements. Ils ont fait pareil avec l'ancien ministre des Affaires étrangères de la France. Ils ont documenté un ensemble de faits. Quand tous ces faits ont atteint un stade critique, ils ont posé ces faits sur la table. La même chose, ils l'ont fait avec l'ambassade de France. Lorsque l'ambassade de France a posé un ensemble d'actes, ils ont à la fin tiré des conclusions en montrant après des dates documentées toujours que ce dernier ne s'était pas comporté comme un diplomate ordinaire. Ils ont fait pareil avec le représentant également de la CEDEAO, qui lui également s'était transformé en autre chose qu'un simple diplomate et avait commencé à travailler avec les opposants dans le cadre de la déstabilisation. Dans le cas de la France aussi, on voit aussi que la patience d'Assimi Goïta et son silence cadré avec cette façon de faire. Il a pris le temps de documenter les différents incidents. On se souvient qu'il y a eu 2 communiqués, un en février et l'autre au mois de juin. Les 10 communiqués ont dénoncé une façon de faire de la France. Et les 10 communiqués ont montré clairement que l'espace aérien du Mali avait été violé.
Mais ce qu'on ne savait pas, c'était que ces communiqués rentraient dans le grand dossier que le Mali allait préparer pour déposer au niveau du Conseil de sécurité. C'est ça la grande nouveauté. C'est qu'au lieu de l'initiative, la France attendait le Mali parce que la France comptait initier le dossier sur la question des droits de l'homme. Vous avez vu que le dossier a été très bien géré. La contre-offensive à la fois médiatique portée par les médias panafricains et l'ensemble de la classe panafricaine, des activistes panafricains, a fait que l'initiative que voulait porter la France au niveau du Conseil de sécurité, qui devait commencer par la question des droits de l'homme, a vite perdu de son élan. Et le Mali, dans la contre-offensive, nous sert un dossier tout à fait robuste, un dossier bien ficelé, avec des éléments documentés, des dates, le type d'appareil. On vous dit non, c'est un Casa 235, c'est des Mirage 2000. On vous donne le type de matériel qui a été utilisé pour violer. On vous donne également le contenu des missions qui ont été effectuées par les 10 appareils. Le dit dossier, quand il arrive au Conseil de sécurité, il faut se dire une chose, c'est carrément un tsunami qui va se produire. Mais que peuvent les Nations Unies justement face à une situation comme celle-ci? Il s'agit quand même des accusations portées contre un des États membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est là aussi la grande nouveauté, parce que Bachir, vous voyez, depuis le 20e siècle, le grand 20e siècle, a vu que c'était les pays du Conseil de sécurité, les membres permanents qui drainaient les plus petits pays devant ce conseil pour soit les rabrouer, soit chercher des résolutions d'intervention sur leur territoire. Pour la première fois au Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité est saisi par un pays du tiers-monde. Un pays de l'ancien tiers-monde, parce qu'il faut le dire, le Mali n'est pas le tiers-monde, Cameroun n'est pas le tiers-monde, l'ancien tiers-monde. C'est des pays donc qui sont réputés moins puissants au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui cette fois-ci se retrouvent parmi les accusateurs. Et le Mali apporte un dossier bien ficelé. Le Mali est en train de, même si le Mali n'avait pas gain de cause au niveau du Conseil de sécurité, le simple fait que ce dossier ait été reçu par le président de l'Assemblée générale, c'est déjà, le président du Conseil de sécurité, c'est déjà un signal fort. La France, qui se prévalait être le pays des droits de l'homme, la nation des libertés, la nation de protection de la démocratie, la nation qui lutte contre le terrorisme, se retrouve sur le banc des accusés avec les terroristes, pas sur n'importe quel dossier. C'est un dossier où on les accuse de complicité avec les terroristes. Ça veut dire que, en fait, la France au Mali n'a fait que depuis un certain temps épauler les terroristes. Et d'ailleurs, les Maliens disent que si nous avons pris la décision de rompre notre coopération militaire, c'est justement parce que nous avions constaté que telle était la réelle mission de la France. Un tel dossier au niveau des Nations Unies, lorsque les autres États du Sud vont devoir prendre connaissance de la plainte malienne, même si la France ne va pas voir la procédure aboutir à des sanctions, ce sera un gros discrédit de la France au niveau international. Cette France-là ne pourra pas se remettre de ce coup-là. C'est un coup fatal qui est porté à la fois à la diplomatie française, mais également à l'impérialisme français. Les Maliens ont réalisé ce que les nationalistes algériens n'avaient pas réalisé, il faut le reconnaître. Les Maliens ont donné le coup fatal à l'impérialisme français, là où il prenait sa source, les Nations Unies. Dans le système des Nations Unies, après cette plainte, la France ne sera plus le même pays. La France ne sera plus le même pays, c'est ce que nous dit notre cher Jonathan Batengene. Abolo, n'oubliez pas de mettre déjà les numéros pour nos appelants. D'aucuns m'écrivent, ils souhaitent déjà réagir sur cette thématique. Bien sûr, je vois ici Delphin Moyempondo, on ira vers lui tout à l'heure. Jonathan Batengene, pendant ce temps, essayons de poursuivre. Alors, que reproche exactement le Mali à la France? Ok, quand on prend connaissance du dossier, le Mali le Mali dit que depuis le mois de janvier, où le Mali a fait connaître clairement à la France qu'il ne voulait plus de la coopération
avec les forces militaires françaises, dont les forces Barkhane, et que le Mali comptait désormais assurer sa sécurité avec un partenaire. D'ailleurs, la France avait menacé. Il ne faut pas dire que ce n'est pas les Maliens qui ont dit on arrête, on suspend la coopération. Les Maliens ont dit on va coopérer avec des partenaires beaucoup plus outillés, qui ont la capacité de nous aider véritablement à la lutte contre le terrorisme. Les Français ont respecté en disant non. Si vous allez avec ces partenaires-là, précisément, c'est les Russes. Si vous allez avec les Russes, nous, on ne va pas coopérer avec les Russes. On n'accepte pas, d'ailleurs, ils n'appellent pas les instructeurs russes, ils les appellent du nom d'un artiste, d'un compositeur allemand. Donc, ces derniers, dans cette caricature des forces russes, ont présenté les forces russes comme étant des forces qui n'étaient pas professionnelles, comme étant des forces qui avaient simplement pour habitude la violation des droits de l'homme, comme des forces qui étaient infréquentables, et donc le Mali était en train de les entraîner sur un territoire d'infréquentabilité. D'abord, nous disions à l'époque que c'était d'abord un mensonge, parce que même dans l'hypothèse que le Mali coopère avec une société militaire privée, il y a le document de Montreux. Le document de Montreux dont la Croix-Rouge internationale est le garant et sur lequel, pour la rédaction, la France a été un des partenaires clés. S'il y a un pays qui a le plus eu de contributeurs dans la rédaction du document de Montreux encadrant la coopération entre les sociétés militaires privées et les États, c'est la France. Mais comment la France, qui reconnaît donc les sociétés militaires privées, les États-Unis ne les reconnaissent pas, même si les États-Unis, dans leur architecture militaire, ils ont les sociétés militaires privées, ils ne reconnaissent pas le document de Montreux, ils ont refusé de le signer. La France, qui est signataire, ne peut pas opposer au Mali que si jamais le Mali coopérait avec une société militaire privée, dans le cas de sa coopération avec la Russie, que la France quitterait le Mali parce que ce genre de coopération serait illégal ou bien non encadré par la loi. Cette France se fait un déni de ses propres travaux et un déni des accords dont elle est partie. Donc la France s'est contredite elle-même. Il y avait comme une envie simplement de ne plus participer, de ne plus accompagner les Maliens dans leur démarche. Pourquoi? Parce que les Français se sentaient gênés. Ils croyaient qu'ils doivent avoir le monopole du Mali. Et se sentant gênés de voir que de nouveaux partenaires arrivaient qui sont certainement, et on le voit, beaucoup plus compétents que eux, ils avaient honte que leur faiblesse se fasse jour. Et maintenant que les Maliens ont insisté à dire non, nous on veut juste de nouveaux partenaires, eux ils ont dit nous on va partir. On va partir, ils ont pris le prétexte d'infréquentabilité des Russes et ils ont décidé de partir. Les Français, dans leur contradiction avec le gouvernement malien, ont commencé à poser des actes hostiles, ce qui a amené le gouvernement malien à prendre des mesures radicales et à demander à la France d'enlever ses forces militaires qui patrouillaient à l'insu des FAMA et qui patrouillaient sans prévenir les forces armées maliennes, ce qui n'est pas compatible avec la mission qu'elle s'était assignée là-bas au Mali. Donc, les Maliens leur ont demandé de partir. Les Français, après cette demande, ont décidé qu'ils allaient partir au mois de juin. Ils sont restés jusqu'au mois d'août. Ils ne sont partis que dernièrement. Et quand ils partent, on constate qu'ils ont continué à avoir des missions dans le ciel malien. Même lorsqu'ils disaient s'être désengagés, continuaient d'avoir des missions dans le ciel malien. Des missions en violation des nouvelles dispositions de coopération avec le Mali. Le Mali ne leur permettait plus de mener ce genre d'opérations. Et ces missions, malheureusement, ont parfois menacé la vie des soldats maliens. Lorsqu'on parle de ces survols, lorsque le CASA, c'est un avion de transport conçu par Airbus. L'avion de transport de militaires conçu par Airbus, utilisé par l'armée malienne, devait faire des rotations de matériel, donc déposer du matériel dans plusieurs bases. Qu'est-ce qui s'est passé? Des mesures d'intimidation ont été réalisés avec des Mirage 2000. Les Mirage 2000, c'est des chasseurs d'attaque. C'est des chasseurs du matériel utilisé pour le combat aérien, pour l'appui du combat au sol. Donc, ils ont intimidé l'armée malienne, empêché l'armée malienne de réaliser leur mission. Lorsque les hélicoptères d'attaque de l'armée malienne ont voulu attaquer les terroristes, ils ont encore utilisé leur matériel aérien pour limiter, 1, le périmètre d'intervention, 2, pour freiner les forces maliennes. Toutes ces actions montrent que l'armée française, en ce moment, protégeait les terroristes. Mais bien plus, lors de la dernière attaque, celle qui a coûté l'attaque de Tessit, qui a coûté 42 soldats à l'armée malienne, nous rendons hommage aux soldats qui sont ainsi dignement tombés.
qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un drone dans le ciel. Et l'appui drone permettait d'observer les zones névralgiques. Nous avons commenté ça ici avec M. Abou Ramza. Et vous notez que lui qui est un spécialiste des questions de défense explique qu'avec cet appui drone, on peut facilement cibler les zones névralgiques. Et le témoignage d'un des rescapés, d'un des militaires rescapés montre que c'est l'appui drone qui a clairement permis d'identifier les zones chaudes de la base et ont permis à l'artillerie qui bombardait de toucher ces zones-là. Vous voyez que cet appui-là, lorsque les Maliens identifient le drone comme étant appartenant à la France, ça veut dire que les Français ont fait du renseignement pour les terroristes. Donc, voilà les actes qui sont reprochés à la France. Il ne s'agit pas de fantasmagorie, il ne s'agit pas d'une volonté ou de velléité de la classe dirigeante au Mali de créer le divorce avec la France. Il s'agit de faits palpables, de faits réels qui ont été datés et qui ont eu un impact réel sur la sécurité à la fois des militaires maliens et des populations. En tout cas, tout ceci a été documenté donc par l'État malien et conduit sur la table des Nations Unies par le ministre Abdoulaye Diop. Voyons ce qu'en pensent nos téléspectateurs. Jean Sakponou nous appelle depuis les États-Unis d'Amérique. Jean, bonsoir. Bonsoir Bachir. Bonsoir. Vraiment, merci pour vos efforts. Quand Facebook a bloqué les choses, vous êtes venu sur YouTube. Merci pour vous. Vraiment, vous faites votre part. Et merci à votre invité, Jonathan, et merci aux techniciens et tous ceux qui écoutent For You Media. Bachir, et ceux avec qui nous avons affaire sont des sauvages. Et ils ont perdu la raison contre tout. Ils sont venus au Mali à la demande de Bamako. Qui est Bamako? Bachir, tu peux m'identifier Bamako qui est quelque part? Bamako. Qui est Bamako? Et ils se voient dans ces raisonnements, je ne sais pas, intellectuels, philosophiques, civilisateurs, qui sont en train de dire la vérité. Qui est Bamako? Et Bamako leur a demandé de venir. Et c'est pourquoi quand ils sont venus, ils vont bombarder les maris, ils vont bombarder les gens au mariage, ils tuent les Maliens, et ils disent maintenant, ils disent qu'ils sont venus à la demande de Bamako. Ils n'ont même pas honte. Le monde entier les verra. C'est des sauvages. Alors ça veut dire qu'ils ont perdu la raison. Ils se forcent de justifier l'injustifiable. Si alors Bamako, si aujourd'hui ceux qui dirigent le peuple, c'est pas Assimi Goïta, c'est le peuple qui a intronisé Assimi Goïta pour le défendre. Les vraies raisons sont là. Alors pourquoi Paris, oui, c'est ça. C'est la panique parce qu'ils sont dans l'obscurité. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils pensent que nous sommes toujours à l'ère de mensonges, de trucages. Et ils continuent toujours de faire le même jeu. C'est comme ça, ils ne changent pas la façon d'agir. C'est des sauvages. Ils quittent le Mali pour aller au Niger. Et ça a un sens. C'est la même maison. Et ils n'ont même pas honte. Intellectuellement, on ne peut pas concevoir cela. Et ils justifient cela. C'est des chiens. Ces soldats français sont des chiens qui dévorent les Africains. Nous devons le dire. Et c'est le temps de jugement. Le temps vient encore davantage. La France ne reconnaît pas encore ses erreurs et demander pardon et se repentir. Réparer les dommages. Ce n'est pas seulement le fait de restituer quelques objets qu'ils ont volés, qu'ils avaient volés pendant leur sauvagerie. Ce n'est pas ça le repas dont nous parlons. Nous parlons de repentir total. Le français va c'est quoi? N'importe quoi. Le moment viendra, on va les juger. N'ayez pas peur. Courage à ceux qui veulent défendre, qui veulent être dans la lumière de cette lutte pour faire sortir l'Afrique de la main de Lucifer, la France. Tant pis pour Bazoum, qui pense que nous sommes toujours à l'ère de trucage, de mensonges, et qui héberge la France dans son pays. Voilà ce que la France dit. Demain, c'est la même chose que la France va dire et que la France va dire pour le Niger. C'est le Niger qui nous a appelés. Qui est Niger? Qui s'en aille avec leur sauvagerie. Il est temps de partir. Il faut reconnaître le temps et exécuter l'ordre du temps. Nous sommes en guerre. Que Dieu vous bénisse, Bachir, et que la lumière divine vous éclaire davantage. Bye. Jean Sakponou, retrouvons donc Amina Fofana et Issa Diawara en direct de
Cathy. Amina, bonsoir. La Lyon, merci d'être avec nous. C'est très difficile de vous avoir, mais l'agenda l'a permis aujourd'hui. On parle de votre pays, très cher Amina Fofana. On parle de ce Mali qui est en train de tracer la voie, montrer le chemin au reste du continent africain. Mais ce Mali qui est toujours sujet à de nombreuses attaques venant de la France, si l'on s'en tient à cette lettre du ministre Abdoulaye Diop adressée aux Nations Unies. Alors, dites-nous tout. Qu'est-ce qui se passe? Comment se porte ce Mali qui accuse aujourd'hui la France de soutenir les terroristes djihadistes? Bonsoir Bachir, bonsoir à For You Media, bonsoir à la partie technique. J'ai vu tout à l'heure les brillantes interventions des appelants et j'ai vu aussi Jonathan Batenyene sur le plateau, mon frère soit dignement salué, et mon frère Issa Diawara qui est certainement en Zoom. Merci à tous ceux qui sont en commentaire en ce moment. Vous savez, à chaque fois que Macron ouvre la bouche, Macron ment comme tous les dirigeants de la France, ce sont des menteurs. Quand ils disent qu'ils ont été appelés par un État légitime au Mali, il faut savoir qu'ils sont en train de parler d'une transition. Mais qu'est-ce qui est légitime? C'est lorsque cette transition travaille pour les intérêts de la France et même pas des intérêts pour les crimes et les pillages de la France, défend les crimes et les pillages de la France, la souveraineté de la France sur la souveraineté du peuple en question. C'est ça qu'ils appellent légitime. Donc vous-même, vous savez que dans la charte de l'impérialisme, ils disent que ceux qui sont légitimes, les gouvernements qui sont légitimes, c'est ceux que eux, ils vont déclarer étant légitimes. Donc c'est à travers la transition après un coup d'État en 2012 où Dioncounda Traoré était président de la transition parce qu'il avait substitué au général Aya Sanogo. Donc ils leur ont forcé la main puisque ils avaient demandé, puisque d'abord la Libye a été détruite parce qu'il y avait tout ce plan d'envahissement du Sahel qui accompagnait ce processus de déstabilisation et du Mali et de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement au Sahel, spécialement même au Mali. Donc, ils ont détruit la Libye et ils ont fait descendre quelques colonnes de djihadistes terroristes qui étaient en train de venir, de s'installer pour profaner, je ne sais pas comment appeler ça, pour attaquer trois villes, quoi. Donc, à savoir Tombouctou, Gao et je pense Kidal. Donc, ils ont tiré la sonnette d'alarme parce que eux, étant assis à l'Élysée là-bas, ils voient, et même si une mouche vole au-dessus du Mali, ils sont capables de la détecter. Donc, c'est eux qui ont commencé leur propagande pour dire que le Mali est attaqué. Or, Nicolas Sarkozy avait planifié l'attaque de la Libye pour envahir le Mali et déstabiliser la sous-région, puisque eux, ils n'ont pas de ressources naturelles, ils n'ont rien, ce sont des pauvres gens, ce sont des brigands, des vagabonds, des bandits de grands chemins, avec des institutions de bandits, de délinquants réunis qui font semblant de défendre des droits de l'homme, où l'homme même n'existe que à travers eux-mêmes. Donc, vraiment, c'est pour ça que quand Macron dit que c'est le Mali qui l'a appelé, le Mali ne l'a jamais appelé, parce que son intervention même était censée être, parce qu'à l'époque, c'est François Hollande qui avait remplacé Nicolas Sarkozy. Oui. Donc, son intervention était censée être au sol, être en l'air. Il n'y avait pas, le Mali n'avait pas demandé une intervention terrestre. Oui. Donc, ils ont modifié la lettre du Mali, des dirigeants de l'époque, pour venir nous envahir et au sol et en l'air. Voici que lorsqu'ils sont venus, il n'y avait que 3 sites qui étaient occupés. 9 ans après, ou presque 10 ans, le bilan est catastrophique. Plus de 20 000 Maliens qui sont morts. D'ailleurs, je m'incline devant la mémoire de tous les braves soldats qui sont tombés du début des tueries de la France et de ses mercenaires, de la France terroriste et de ses mercenaires à aujourd'hui. Je m'incline devant leur mémoire, que la terre leur soit légère. Amen. Vous savez, la France même participe à la formation des terroristes ici. La France participe aux armements des terroristes. La France, c'est le premier pays qui se pointait à l'ONU pour demander à ce qu'on mette des embargos sur le Mali. En vérité, la France, c'est un ennemi historique, un ennemi ultime
non seulement du Mali, mais aussi de tous les Africains, parce que d'abord, c'est un pays raciste. Vous vous souvenez lorsqu'il y a eu un problème, enfin, lorsque l'opération spéciale de dénazification a commencé en Ukraine, les étudiants africains qui étaient là-bas, ils les ont méprisés. Ils ont refusé qu'ils soient évacués au même titre que les femmes aux cheveux blonds, aux yeux bleus, etc. Donc, ils les ont méprisés, ils les ont laissés sous les bombes et sous les balles. Or, ils n'ont rien demandé. Et ceux qui ont pu partir en France, Emmanuel Macron a fait sortir un communiqué comme quoi le 20 mai passé, il allait tous les expulser pour les renvoyer encore en Ukraine. Et c'est ce même prétentieux menteur de Macron qui vient se balader, se pavaner en Afrique pour nous donner des leçons et nous traitant d'hypocrites par-ci, par-là, indexant le Mali, indexant la Russie pour dire que dans sa propagande que les Russes avec lesquels nous collaborons ici sont des mercenaires. Mais c'est quoi le travail de la France? La Légion étrangère, c'est pas la Russie qui a créé ça, la Légion étrangère de la France. Donc la France s'est donnée comme habitude, pour habitude, de violer notre espace aérien, de participer au combat avec les terroristes. Si je peux vous rafraîchir un peu la mémoire, parce que ce phénomène ne se passe pas, ce drame ne se passe pas au Mali seulement. Vous vous souvenez quand Damiba avait pris le pouvoir quelques jours plus tard et que l'armée avait été attaquée, quand l'armée du Burkina Faso a riposté, ils ont tué, je pense, 3 ou 4 terroristes français. Donc, la France n'a aucune leçon à nous donner. Il est temps que la France paye pour tout ce qu'elle est en train de faire contre le peuple malien. Quand elle se lève, elle se vante de 50 combien soldats morts, mais morts dans quelles circonstances? C'est faux. Ils ne sont pas morts pour le Mali, ils ne sont jamais morts pour l'Afrique, ni pour rien. C'est eux-mêmes qui assassinent leurs militaires pour justifier leur présence sur notre sol. Donc, vraiment, ce sont des mercenaires qui sont utilisés contre nos ressources, contre nos populations et ils profitent de la misère qu'ils créent ici à travers le franc CFA pour acheter les jeunes qui n'ont pas de travail, pour les armer. Et d'ailleurs, les armes qui sont ici, qui circulent, c'est qui les donne aux terroristes? C'est bien la France et ces mêmes gens, ces mêmes bandits de l'OTAN. Donc l'ONU, c'est une organisation terroriste. La France est confrontée à ses propres démons qu'elle a créés. Donc, elle ne pensait pas que le pouvoir, l'État malien allait faire, parce que eux, c'est pas des gens qui respectent même les institutions qu'ils ont créées. Parce que ça a été créé, eux, c'est des impérialistes, ils se mettent au-dessus des institutions. En faire une arme pour combattre les autres avec ou pour détruire les autres avec, mais ils ne se soumettent pas à cette institution. L'essentiel aujourd'hui est que la France est démasquée. La France a reçu un avertissement documenté avec beaucoup de preuves devant le Conseil des Nations Unies. Ça veut dire que le jour où on va bombarder un avion de la France, les Nations Unies sont pris en témoin. Donc, elle est partie au Niger pour ne pas partir. Elle est partie là-bas pour continuer la déstabilisation du Mali et ça sera œil pour œil, dent pour dent. Nous soutenons notre transition, nous soutenons notre président, nous soutenons nos forces armées. Parce que la France n'a aucune leçon à nous donner, elle n'est même pas bien formée. On a vu qu'elle ne sait rien faire. Je me demande comment cette chose a pu rester ici pendant 9 ans pour dire qu'elle est en train de former nos militaires. C'est une insulte, c'est une honte. Vraiment, je félicite toutes les nouvelles acquisitions de notre armée, ministère de la Défense. Oui, tout à fait. Oui, voilà, je félicite toutes les nouvelles acquisitions parce que qui veut la paix prépare la guerre. Et je pense que c'est la guerre qui est en train de se préparer comme ça. En tout cas, on espère ne pas devoir arriver à la guerre. Merci Amina pour ce jet qui nous conduit rapidement vers Issa Diawara. Issa, bien le bonsoir et nous entrons rapidement puisqu'on a pris aussi un peu de retard. Issa, jusqu'où peut aller ce bras de fer entre le Mali et la France? Ok, merci. Merci, M. Bachir. Bonsoir à vous. Bonsoir à ma sœur Amina Boubana. Bonsoir à mon frère et camarade Jonathan qui est au plateau. Bonsoir à toute l'équipe de For You Media. Bonsoir à l'Afrique tout entière. Merci. Jusqu'où peut aller la France avec le Mali dans ses bras de fer? Oui. Le Mali, c'est peut-être phase pilote de la libération de l'Afrique.
Le Mali, c'est peut-être un pays échantillon. Comprenez ce que ça veut dire? Le Mali, c'est un pays qui sert de phase de test, en tout cas pour nous autres Africains. Parce que moi, je suis africain du Mali. Jusqu'où ça va aller, jusqu'à la libération totale de l'Afrique. Voilà. Tant que l'Afrique n'est pas libérée totalement, cette lutte ne va pas s'arrêter. Ce combat ne va pas s'arrêter. Et il est question, c'est un conseil que je donne à tous mes frères qui font des forums panafricains ou autres, il faut profiter, c'est-à-dire les forums panafricains doivent accoucher d'un plan stratégique pour l'Afrique tout entière. Que même si certains tombent, d'autres doivent être là pour continuer le combat. Si certains tombent, d'autres doivent continuer le combat. Il ne faut pas que peut-être quand il y a des leaders qui tombent, que la lutte cesse ou la lutte prend autre forme. Non. La lutte, les hommes ne sont que des pions. En fait, ça doit être comme ça. C'est le combat, c'est l'idéologie qui nous porte, qui doit être beaucoup plus au-dessus. Ce sont nos principes de combat, notre fidélité au combat. C'est de cela qu'il est question. Il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas s'arrêter. Il ne suffit pas de dire oui, la France est sortie du Mali, donc pour le Mali, ça suffit. Ah non, non, non. Mais quand la France est à nos frontières, la lutte ne fait que commencer. M. Bachir, moi, je ne pouvais pas, vous ne pouvez pas m'expliquer de votre maison et que moi, je viens me planter derrière votre mur ou bien à votre porte et vous pensez être tranquille dans la maison. Mais vous n'êtes pas tranquille. Le Mali n'est pas encore tranquille. Toutes ces incursions, tous ces scénarios d'espionnage et autres là, c'est parce que la France est à nos frontières. C'est parce que nous avons l'armée française au Niger, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Sénégal. Vous voyez, dans 4 pays, parmi nos voisins, nous avons 7 pays frontaliers. Sur les 7, la France est présente dans 4 pays. Mais comment voulez-vous que nous puissions nous arrêter? Et nous voulons cette lutte, ce n'est pas une lutte du Mali. C'est une lutte africaine que le Mali est en train de porter aujourd'hui. Il faut que d'autres pays africains portent ce combat. Et nous travaillons, je pense chacun de nous, d'ailleurs, For You Media, Afrique Media, tous les médias panafricains travaillent dans ce sens, tous les Africains travaillent dans ce sens. Il faut que ce combat soit porté par d'autres Africains, principalement l'Afrique subsaharienne. N'oublions pas que les difficultés dans lesquelles nous sommes, c'est parce que nous sommes des Noirs. M. Bachir, c'est triste à dire, mais c'est vrai, c'est une réalité. Si l'Afrique, si nous étions majoritairement des Blancs, je ne pense pas qu'on allait être soumis à de tels caprices. Ça, c'est très clair et je ne pense pas qu'on puisse me démontrer le contraire. Donc, nous sommes à la fois, nous sommes dans une guerre raciale, nous sommes dans une guerre civilisationnelle, nous sommes dans une guerre géographique et bien sûr, nous sommes dans une guerre ethnique, c'est très clair. Et nous sommes dans une guerre économique. Beaucoup voient la motivation économique, d'accord, bien sûr, parce que l'Europe est une puissance industrielle qui fonctionne à base des matières premières d'Afrique. Donc l'Europe ne veut pas être en panne de matières premières, ne veut pas être à sécheresse des matières premières. D'accord, ça c'est un fait. L'autre fait, c'est que l'Europe tient à rester à l'Afrique aussi, parce que l'Europe, en tout cas les Occidentaux, pensent que nous sommes des sous-hommes, qu'elles ne sont pas des hommes à part entière, des hommes comme eux en tout cas. Donc nous sommes des sous-hommes, des demi, en tout cas, nous ne sommes pas à leur taille, c'est ce qu'ils pensent. Doit-on rester dans ça? À nous de montrer que nous pouvons nous libérer, à nous de montrer que nous sommes au-delà de leur estimation, à nous de dépasser toutes les limites de nos adversaires, de nos ennemis. Il ne sert à rien de rester pleurer ou pleurnicher de ce qu'ils sont en train de poser comme acte chaque jour. Il est question pour nous de développer des stratégies pour les contrecarrer. Il est question pour nous de mettre en place un système efficace qui puisse absorber toutes leurs attaques et ensuite qui puisse surtout lancer des contre-attaques. Il faut asseoir une dissuasion militaire vraie. M. Bachir, le bras de fer va continuer tant que l'Europe va continuer d'exploiter l'Afrique. C'est là la question. Et le bras de fer va continuer tant que l'Afrique ne sera pas totalement libre. Merci. Réponse qui nous amène vers Alice Kouassi. Elle nous appelle depuis la France. Bonsoir, Dame Alice. Ok, bonsoir Bachir. Bonsoir. Bonsoir mes frères qui sont sur le plateau et bonsoir l'Afrique qui nous écoute. Alors, la France, tout le monde sait dans le monde, le continent africain sait très bien le rôle que la France joue en Afrique. Ça, c'est pas du jour au lendemain que on le sait, ça fait des siècles que le monde africain
c'est le rôle que joue la France en Afrique. Même Chirac l'avait dit que l'argent qui se trouve dans le portefeuille des Français, ça vient de l'Afrique. Tout le monde sait, la vidéo est sur les réseaux sociaux. Bon. Donc la France va en Afrique pour son bien-être et pour comment on appelle ça, ses intérêts. Mais ce qui m'énerve dans cette affaire, ce sont les Africains, les pays africains qui accompagnent la France dans cette bêtise. Ce sont eux qui doivent être condamnés. Parce qu'on dit la France est partie du Mali. La France a quitté le Mali. Mais à partir du moment où la France est accueillie par les autres pays africains qui encerclent le Mali, mais ça veut dire que la France n'est même pas partie du Mali. Qui dit que la France est installée au Niger, ça veut dire que la France est encore au Mali. Parce que, comment on appelle ça, l'attaque peut surgir de partout. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Niger, au Sénégal, partout. Donc, le Mali n'est pas encore sorti de l'auberge. Le problème, pour résoudre ce problème, il va falloir que tous ces pions africains qui sont installés à la tête de chaque pays que j'ai cité, qui encerclent le Mali, doivent tomber un à un. Le Niger doit tout faire pour chasser Bazoum, pour mettre un panafricain au pouvoir. Le Mali, une chose comme ça, la Côte d'Ivoire doit tout faire pour chasser Ouattara, ainsi de suite pour que le Mali respire les frais du Mali. Mais tant que ces pions-là sont à la tête de chaque pays africain, mais eux, ils sont là pour héberger non seulement les Français, mais y compris les terroristes. Parce que les terroristes ne sont pas formés en France, hein. Ils sont formés sur le continent africain pour attaquer les Africains et par l'intermédiaire des Africains. Ce sont les Africains qui sont ennemis des Africains. Vous avez vu ce qui s'est passé en Ukraine? Tout le monde le sait, ça. Le combat que les Russes mènent en Ukraine, les Européens ont fait un bloc contre la Russie. Mais pourquoi l'Afrique ne fait pas un bloc pour défendre le continent, pour défendre le Mali? Mais le contraire, ils s'associent avec la France pour combattre le Mali. Ça, c'est incroyable, c'est du jamais vu. On maltraite nos frères africains. Ils ont mis embargo sur le Mali. On les maltraite, on ferme les frontières, sachant qu'ils n'ont pas de mer, ils n'ont rien. Et puis, ils sont soutenus dans cette bêtise par les Africains. Donc moi, c'est vrai que je condamne la France dans tout ce que la France fait, mais je condamne plus les Africains au 21e siècle, qui n'ont jamais rien compris. Parce qu'aujourd'hui, le Mali est seul. Dans cette histoire, le Mali est seul. Et les autres sont assis et puis regardent le Mali. Comme la Côte d'Ivoire était toute seule. Et puis Gbagbo souffrait tout seul. Aujourd'hui, c'est le tour du Mali, mais demain, ça va être le tour de qui? Ça va être le tour de qui? Parce que les Français, eux, ils cherchent leur mangement, ils cherchent leur intérêt. Donc, partout où il y aura la richesse pour qu'eux, ils pillent, ils seront toujours là-bas. Et la richesse est partout dans tous les pays africains. Aujourd'hui, le Mali souffre, ils se défendent, ils sont seuls. Mais demain, après le Mali, ça va être qui? Donc, moi, je condamne les Africains qui sont autour du Mali, qui acceptent cette bêtise-là, qui ne sont pas là pour défendre les Noirs et qui sont là pour accompagner les Français pour détruire l'Afrique. Donc, ce sont tous les problèmes. Ce sont eux qu'on doit combattre. Ce sont eux qu'on doit chasser du pouvoir. Je vous remercie. Puis la France, deux autres appelants, Delphin, depuis Gitega au Burundi. Cher Delphin, bonsoir. Delphin, vous m'écoutez? Bonsoir. Chère sœur Amina, Ok. et à mes très chers frères Batengene et Issa Diawara. Sans oublier bien sûr toute la galaxie des panafricanistes. Donc le sujet qui nous occupe ce soir, vraiment, j'ai envie de rire, mais comme on dit, de rire jaune. C'est d'un ridicule vraiment. En fait, je suis même mal à l'aise de me mettre au niveau d'un tel ramassis d'hypocrisie. Mais enfin, venant du nain géopolitique qu'est l'Élysée, ce n'est pas surprenant. Je vais juste rappeler un élément. Et je parle sous le contrôle notamment de notre frère Diawara. À son époque, M. Hollande a quand même eu le toupet d'interdire à l'armée malienne de se déplacer jusqu'à Gao.
Ça, en géostratégie et en politique militaire, c'est une agression, ni plus ni moins. Donc que l'État français soit réduit à ressortir ce refrain, cette vieille rengaine que nous connaissons depuis au moins une dizaine d'années, je ne remonte même pas à l'époque de papa Modibo Keïta, bon, ça montre au moins que le combat que nous menons ici à la maison For You Media et sur d'autres médias panafricains, nous n'avons pas chômé. Si nous avons obligé l'État français à ne se baser que sur ces mensonges d'État récurrents, eh bien, mes chers frères et sœurs, nous ne pouvons que nous en féliciter. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de réelles munitions à nous opposer, en dehors de la violence, des crimes et des mensonges d'État et de la stigmatisation récurrente. Je ne le rappellerai jamais assez, le général Yanni, porte-parole des forces armées françaises, nous a clairement désignés, nous les panafricains, et ceux qu'ils aiment à surnommer Wagner, mais que nous reconnaissons sur leur vraie identité, qui est la société de sécurité, donc Sewa Security, à travers celle-ci, bien sûr, la coopération avec Moscou. Donc, il ne faut en aucun cas que nous baissions la garde, parce que la provocation venant du nain géopolitique n'est pas près de cesser. Mon cher Diawara pourra vous en dire quelques mots, notamment, il sait ce qui se passe dans la région de Ménaka. Nous devons refroidir tous ces agités du bocal que d'aucuns appellent terroristes. Donc je m'arrête ici et je reviendrai bien sûr pour d'autres émissions. For You Media, une fois de plus, allons de l'avant. Allons de l'avant, très cher Adelpha Moyemponto depuis Gitega au Burundi. Un appelant dont je n'ai pas le nom, malheureusement. J'arrive pas à bien écouter, à suivre votre nom. Vous allez vous présenter vous-même. Bon. D'accord. Bon, Afrique libre, c'est ça? D'accord. Bonsoir. Bonsoir, Bassir. Bonsoir à tout le monde. Merci. Et je vous appelle de la France, évidemment, et je suis africain de Guinée. D'accord. Mon appel aujourd'hui, je vous appelle d'abord en premier temps pour vous remercier et vous féliciter par rapport à tout le travail que vous faites, For You Media, Afrique Media, parce qu'aujourd'hui, votre travail aujourd'hui contribue énormément à l'émancipation de la jeunesse africaine. Peut-être qu'on on se rend compte, mais bon, on ne se rend pas vraiment compte de l'ampleur que votre travail prenne. Et mon appel aussi, c'est pour vous demander, faire une suggestion, d'essayer d'intensifier ce travail à peu près dans tous les pays d'Afrique dans lesquels vous pouvez le faire. Parce qu'aujourd'hui, le combat aujourd'hui, non seulement c'est au niveau diplomatique, politique et aussi informationnel, parce que on sait que ça fait partir aujourd'hui des forces, ça fait partir de l'un des mécanismes de la France pour déstabiliser les pays africains. Mais heureusement qu'aujourd'hui, à l'époque où nous sommes, ça a un peu baissé de valeur par rapport à vos travail qui donnent des contre-informations des médias mensongers. Donc ça fait qu'on a d'autres narratifs différents que celles des Français. Et l'autre côté aussi de mon appel, c'est de demander encore au Mali d'intensifier la vigilance et demander à tous les autres Africains d'essayer d'en parler la situation à leur entourage, dans la famille et un peu partout. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à une tournure aujourd'hui qu'on ne peut pas faire machine en arrière. La descente, on est sur une pente où la vitesse de la descente continue à s'augmenter. Donc, je vous félicite et je demande tout cela. Et pour ne pas monopoliser la parole, je me limite là. Merci à vous, très cher Afrique Libre, pour la contribution. Merci, en tout cas, c'est une première et nous espérons que ça ne va pas s'arrêter qu'à ce jour. Un dernier appelant pour cette série et on retourne vers Amina et Diawara avant d'aller vers notre cher Batengene.
Et donc, c'est Abou. Il nous appelle depuis l'Angleterre. Bonsoir, Abou. Bonsoir, mon très cher frère Bachir Ladan. C'est le frère Abou depuis l'Angleterre. Je suis tellement content de te revoir ce soir. Merci bien. En tout cas, sans toi, béni, béni, béni. Je salue tous tes invités et les techniciens, le PDG de For You Media TV que j'adore. Et en ce qui concerne la problématique de ce soir, Bachir, nous sommes une génération bénie de Dieu. Cette génération africaine qui voit tout ce que Dieu fait à travers le Mali. C'est-à-dire que aujourd'hui, le Mali est en train de nous donner tout ce dont on a espéré depuis qu'on a eu le malheur de croiser cette France-là. Le Mali est en train de donner l'espoir d'être libéré à jamais de ce cancer qui nous gangrenait, qu'est la France, en train de déshabiller la France, la mettre à nu, de montrer aux yeux de l'humanité tout entière la face hideuse de la France. Et vivement ce procès-là, qu'on a si tant, oui, tous les Africains ont demandé à ce que ce procès-là ait lieu un jour. On a prié pour cela, on a toujours espéré, et aujourd'hui, c'est le Mali qui nous offre ça. Nous disons au Mali, merci, 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 et que le Mali soit béni, béni, béni. Et comme on le dit chez moi en Côte d'Ivoire, Royer Mali, Royer Mali, Royer Mali. En tout cas, Bachir, c'est ce qu'on a toujours espéré, que la France puisse connaître un jour un procès, celle-là même qui écrimine toujours les autres, celle-là même qui est criminelle dans l'âme, mais qui vit dans le déni et qui méprise l'humanité des Africains. Aujourd'hui, on va savoir comment elle détruit les pays africains, comment elle les met sous la maltraitance, son hégémonie, et elle les paupérise. Voilà, Bachir, nous disons qu'au Mali n'est pas lâché et de continuer dans cette donnée-là. Et comme on le dit, l'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Allez, c'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye from now. Bye. Bye bye from now. Merci à vous, cher Abou, depuis l'Angleterre. Eh bien, Amina Fofana, je retourne vers vous. Le gouvernement allemand a fait état mercredi, donc hier, de la présence présumée des forces russes en uniforme dans la ville de Gao après le départ quelques heures plus tôt des soldats français de l'opération djihadiste Barkhane. Alors, est-ce que le départ des Français était pour laisser la place à la Russie? Est-ce que les Russes vont occuper la plupart des positions jadis occupées par la France? Je n'ai pas très bien entendu la question. Alors, je reviens sur ce qu'a dit le gouvernement allemand il y a quelques heures seulement. Ils estiment que les Russes ont occupé la place des Français dans la ville de Gao juste après le départ justement de ces Français. Et ma question est de savoir, est-ce que justement ces Russes vont occuper la plupart des positions jadis prises par la France? Bon, je vais répondre à ce que j'ai entendu. Si je ne me trompe pas, tu es en train de dire que les Allemands ont déclaré que les Russes ont occupé avec l'armée malienne la base militaire de Gao de la France, l'occupation militaire de la France à Gao. Oui. Bon, de toute façon, les Allemands font beaucoup d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali. Donc, ce communiqué ne devrait pas sortir comment dirais-je, de la part des autorités des Allemands. Donc, la base militaire, le Mali en a besoin avec la Russie. Vous savez, c'est hier seulement que le digne ministre patriote Sadio Kamara est rentré de Moscou après une visite de quelques jours. Donc, en ce qui concerne les bases militaires, vous avez vu que lorsqu'on se battait, on demandait que les bases militaires russes soient installées au Mali. Donc, on était d'abord sous occupation parce que la lutte, c'est pas à pas. Il faut avancer parce que maintenant, on est
passer à l'offensive. Effectivement, les bases militaires russes, dans un cadre de partenariat, vont sécuriser et aider l'armée malienne. Même l'armée malienne seule peut le faire parce qu'on est bien doté maintenant, on est bien équipé. Mais c'est toujours bon de collaborer avec les militaires russes puisqu'ils connaissent très bien la France. Et même maintenant, l'État malien, l'armée malienne connaît très bien la France. Barkhane le jour, terroriste le soir, c'est ça la France. Donc c'est bien, ça sera une très bonne chose, oui, que les militaires russes viennent rester au Mali dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant et sur la base de contrats légaux. Vous savez que la Russie, quand elle fait un contrat avec un pays, ce n'est pas opaque, tout est clair. Comme on l'a dit tout de suite, tout le monde l'a évoqué sur le plateau, la France a fait du surplace. Elle est partie pour ne pas partir du Mali. C'est-à-dire qu'elle est partie loger au Niger. Malheureusement, à travers le laxisme de Bazoum. Et il faut comprendre que ces présidents qui sont installés ici, dont il y a une sœur qui a appelé tout de suite, qu'elle ne comprend pas. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi les autres présidents s'asseyent et que effectivement les Africains doivent se lever contre ces présidents-là pour les dégager. C'est parce que ces présidents ont été instaurés par l'impérialisme français et occidental. Donc, ils sont là pour obéir uniquement à la France. Pire encore, se dresser même contre le Mali. Donc, c'est ça leur rôle, aller dans le sens contraire de la dignité même africaine, de la dignité de l'homme noir. Ils sont là comme des contremaîtres pour surveiller la colonisation. C'est ça leur rôle en fait. Et comme ça, ils seront corrompus avec leur clan. Et vous voyez que lorsque même il y a un coup d'État suite à des protestations, vous allez voir qu'ils vont se réfugier les uns chez les autres sous la protection des uns et des autres. Tout ça, c'est le système de la France-Afrique qui ne devrait même pas exister en 2022. Donc, si on collabore bien avec la Russie, le partenariat, il est bon pour le Mali, il est fructueux. Vous vous rappelez que la France avait mis des embargos sur les armements du Mali. Et quand bien même on commandait les armes, la France détournait l'argent. Vous voyez à quel point elle était impliquée et partait nous acheter par la complicité des politiciens, avec la complicité des politiciens et des dirigeants passés pour nous apporter des choses de première, deuxième guerre mondiale qui ne fonctionnaient pas et nous donner des renseignements aux terroristes pour mener des assauts sur nos forces de sécurité et de défense. Donc c'est ça qui est terminé. Maintenant, moi je pense que les bases militaires c'est inévitable. C'est tout à fait inévitable. Il y a des choses qui sont inévitables. L'Arabie Saoudite, avec tout son banditisme, c'est pas les Américains qui les surveillent. Les Américains ont leur base militaire là-bas. Quand on est en partenariat avec quelqu'un, parce que la Russie quand même a un droit de veto à l'ONU. Donc, ce n'est pas de la faiblesse de collaborer avec un vrai partenaire. Par contre, c'est suicidaire de pactiser avec le diable qu'est la France. Moi, je pense que ce sera une très bonne nouvelle. Et puis, il y a Sergueï Lavrov aussi qui s'apprête à venir au Mali. Donc, nous sommes impatients de l'accueillir ici. Oui, les bases militaires, on les a même réclamées. Il faut que ça soit ici. Parce que entre la France et le Mali maintenant et les Africains, c'est œil pour œil, dent pour dent. Anna Issa Diawara, je me retourne à présent vers vous. Alors, à moins que je ne me trompe, Gao abrite aussi un contingent de soldats allemands non loin de l'ancienne base occupée par les Français. Et justement, à ce sujet, les Allemands disent qu'une présence russe dans cette zone modifierait l'environnement de la mission. Est-ce à dire que les Allemands vont partir bientôt? Ok, merci. Vous savez, il faut vraiment comprendre le monde occidental, comment ça fonctionne. C'est pourquoi je vous avais dit, ces gens-là sont complémentaires, Allemagne et France. C'est-à-dire, quand la France est venue, comment la France peut faire venir d'autres, en tout cas impérialistes avec elle, donc il faut amener l'aménagement. Le Mali n'avait jamais demandé l'aménagement. C'est la France qui nous a fait venir cet aménagement. Et ensuite, il faut faire venir les forces spéciales. Tous les alliés de la France étaient là pour accompagner la France dans la mission qu'elle s'est fixée. Parce que c'est ce qui a été une grosse erreur. Quand le président qui était le pro-français, qui était à la tête de la transition de 2012, quand ils ont déposé le président Père Sonam, Amadou Toumani Touré,
quand il a fait appel à la France, il n'avait jamais demandé, malgré qu'il soit pro-français, il n'avait jamais demandé la présence au sol des troupes françaises. Il a simplement demandé un appui aérien et un renseignement. On nous dise, à partir de l'air, qu'on nous dise où se trouvent ces gens-là, c'est tout. Mais c'est la France même qui a insisté pour avoir des troupes au sol. Premier point. Deuxième point, la France ayant des troupes au sol, la France a fait venir tous les États qui travaillent à son compte. Les Tchad, des pays comme ça, tous ces pays-là. Ça n'a pas suffi à la France. La France a fait venir encore ce qu'on appelle Takuba, les forces spéciales de l'Europe, pour expérimenter l'Europe de la défense à partir du Mali. Ça n'a pas suffi à la France. La France, ayant fait tous ces boulots-là, qu'est-ce que la France voulait? Avoir des alternatives par-ci, par-là. Je dis que ça n'a pas suffi, la France a créé chez 5 Sahel le MOUT. Bref, nous sommes retrouvés dans cette situation. Aujourd'hui, quand la France n'est plus là, c'est l'Allemagne qui est en train d'assurer ce que la France faisait. C'est pourquoi ne soyez pas surpris de ce communiqué de l'Allemagne, de cette information de l'Allemagne. Est-ce que l'Allemagne est dans la MINUSMA pour dire qu'il y a Wagner, il y a militaire russe, il y a militaire chinois, il y a, je ne sais pas, taïwanais, il y a qui au Mali? C'est ça, c'est le rôle de l'Allemagne. Le rôle principal de la MINUSMA, c'est de protéger les civils. J'ai dit au moment où je parle, non loin de la base de l'Allemagne, les terroristes sont en train de couper une route aux paisibles citoyens. Qu'est-ce que l'Allemagne fait? Ce sont des civils. L'Allemagne doit aller remplir sa mission là-bas. Seulement, c'est le Mali qui doit alors encore dégager cette route. Vous comprenez ce que ça veut dire? Le Mali seul fait souvent 10 à 20 fois la superficie de certains pays africains. Comprenez que ce n'est pas facile de tout sécuriser au vu de tout ce que la France a sémé ici. Donc, l'Allemagne, ce communiqué, l'Allemagne n'est pas dans ce rôle. L'ambassadeur de l'Allemagne doit être interpellé au Mali. Doit être interpellé pour dire, mais finalement, c'est quoi votre rôle? Êtes-vous dans l'espionnage au profit de la France? Qu'est-ce qui se passe? Premier point. Deuxième point. Bachir, n'y a-t-il pas une armée étrangère en Allemagne là-bas? Et ça ne dérange pas les Allemands. L'Allemagne est le pays européen qui a le plus de bases militaires américaines. L'Allemagne est le pays européen qui a des armes nucléaires des États-Unis sur son sol. L'Allemagne est très mal placée pour reprocher à un pays de collaborer avec un autre et d'avoir, je ne sais pas, des armées d'une autre puissance sur le sol malien. L'Allemagne est très mal placée. Parce que l'Allemagne, les armées étrangères n'ont jamais quitté le sol allemand. Ils ont fabriqué Hitler, effectivement, pour rétablir cet ordre mondial au goût des Américains. Ça serait un autre débat. Hitler, c'est leur produit. Hitler était dans leur prison. Ils l'ont fait libérer. Ils l'ont poussé dans tout ça. Ils l'ont laissé s'armer. Et aujourd'hui, ils sont en train de diaboliser Hitler et ils justifient tout au nom d'Hitler. Ils ont créé l'Israël au nom d'Hitler. Mais en réalité, Hitler, c'est leur création, c'est leur fabrication. Mais c'est pas sûr, je pense un jour que nous aurons le temps de revenir là-dessus. Juste pour vous dire que l'Allemagne, en disant cela, l'Allemagne n'est pas dans ce rôle. L'Allemagne doit être interpellée. Et d'ailleurs, nous, on pensait que l'Allemagne avait dit suspendre toutes ses opérations militaires. D'emblée, quand on voit les risques, là, on se réveille de la mort tout d'un coup. C'est bizarre, là. Voici les revenants. Je pensais que les Allemands étaient en train de partir déjà. Donc, parce que quand on voit les Russes, là, seulement, ils sont dans tous leurs états. Tout cela parce que les Russes vont les empêcher de continuer le pillage de l'Afrique. En quoi faisant? En aidant les Africains, bien sûr, à construire leur souveraineté et asseoir une souveraineté vraie et réelle. Merci, Bachir. Diawara, eh bien, nous revenons vers Jonathan Batengene. Je crois que ce sera peut-être la dernière intervention. Jonathan Batengene. La France et le Mali sont donc au coude à coude. Il faut noter quand même que dans la lettre du ministre Abdoulaye Diop adressée aux Nations Unies, il a souligné que si la France continuait ses agissements, le Mali sera obligé de se comporter comme si elle était en légitime défense. Alors, c'est une manière quand même pour le Mali de menacer à demi-mot. Là, nous disons à tous les Africains, nous leur demandons d'être réalistes. Oui.
le Mali réalise quelque chose qui est inédit. C'est beaucoup plus que ce que les Algériens ont réalisé. Hein. Il faut le reconnaître. Historiquement, les Algériens, ça s'est conclu par les accords d'Évian, 1962, où on parle d'une victoire algérienne qui n'est pas forcément une victoire militaire, mais une victoire politique, parce que politiquement, la France n'a pas... La résistance a conduit à une victoire politique. À une victoire politique. Oui, parce que les Algériens ont vraiment résisté, il faut bien le dire. Donc, la victoire malienne est différente. Les Maliens sont à la fois en train d'humilier la France au XXIe siècle, siècle de la vitesse, de la lumière, de la technologie. Le plus petit citoyen du plus pauvre État, c'est-à-dire le citoyen le plus pauvre, est aujourd'hui au courant de ce qui se passe entre la France et le Mali. Oui. Partout sur le continent africain, même les petits-enfants sont au courant de ce qui se passe entre le Mali et la France. L'humiliation de la France est à son paroxysme. Donc, l'Occident, qui sait aussi que en Afrique, le combat de la France est un combat pour l'hégémonie. Parce que le Mali incarne le combat des générations actuelles de l'Afrique. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que regardez bien le discours du président français. Il dit bien les nouvelles générations africaines. Oui. Ça veut dire qu'il sait que ce combat n'est pas seulement malien, ce combat est générationnel en Afrique. C'est une génération d'Africains. Et quand on dit génération, ce n'est pas la génération au sens des personnes de la même tranche d'âge. C'est que la génération du 21e siècle, celle qui est portée à cheval entre le 20e et le 21e siècle, cette génération porte en elle le vent de la liberté et de la libération du continent. La France en est consciente. Les États-Unis en sont conscients. Tout l'Occident est conscient de cela. La victoire du Mali engagera toute cette génération dans une autre bataille de libération qui aura pour corollaire la rupture des accords injustes avec l'Occident, la suppression des postes privilégiés de l'Occident en matière de prédation des richesses sur le continent africain. Et puisque le 21e siècle, tout montre que 3 richesses sur 4 à partir de 2050, d'après les perspectives économiques, vont être africaines. Donc, le monde de 2050 risque de ne plus être contrôlé par l'Occident. L'Occident, par contre, pour dissuader ou bien pour corrompre l'opinion africaine, véhicule l'idée suivant laquelle ces richesses seront donc bradées aux Russes ou aux Chinois. Nous tenons à rassurer les Africains. Le combat que mène le Mali n'est pas le combat d'une prostituée. Le Mali n'ira pas de la France à la Russie. Non, le Mali est en train de revendiquer sa liberté, la libération du Mali. Et c'est pourquoi nous disions que c'était un enjeu important. La libération du Mali pourrait passer par une guerre. Nous le répétons encore, les forces de l'OTAN qui sont de l'autre côté au Niger sont une force en attente. La plainte qui va aller aux Nations Unies est un préalable. Mais tout va se négocier là-bas. Si la France n'est pas stoppée dans ses ambitions hégémoniques et que le Mali parvienne, ou bien le Mali arrive finalement à cette solution qui a été énoncée sous forme de menace dans la plainte, on pourrait avoir une guerre qui ne sera pas simplement une guerre du Mali contre la France. Elle pourrait devenir une guerre mondiale. Elle pourrait donc devenir cette 3e guerre mondiale. Il y a des points de tension aujourd'hui dans le monde, 3 grands points de tension qui sont en train de montrer cela. L'Ukraine, Taïwan et en Afrique, le Mali. Donc, si les Français n'obtempèrent pas, nous risquons d'avoir cette guerre sur le territoire africain. Et nous disons à tous les Africains, soyez prêts, n'ayez pas peur, nous allons gagner cette guerre. C'est la guerre pour notre libération. Nous allons gagner cette guerre, c'est la guerre pour notre libération. C'est sur ces mots qu'on remercie Amina Fofana, Issa Diawara et bien sûr tous ceux qui ont pu nous appeler également. Ils étaient très très nombreux. Jonathan Batengene, merci à vous. Certainement, on vous retrouvera demain pour la dernière de la semaine. Quant à nos 2 autres invités, infiniment merci et que le Mali gagne.